maintenant, on va aller voir les différents soucis de l'Audi R8 avec Monsieur Poisse, parce que alors là, c'est ça. Si vous voulez tester la fiabilité d'une voiture, faut voir avec monsieur. Il a toutes les pannes possibles et inimaginables. Ah ouais. Allez, allons-y. Donc, Stéphane nous a mis 2 amortisseurs sur son établi. Donc, je pense que c'est parce que tu as dû avoir des soucis. Alors, explique-nous. Alors, donc, encore une fois, pour revenir sur les maladies, entre guillemets, encore une fois, les maladies de l'Audi R8. Donc, souvent, ce qui fait très peur, c'est les amortisseurs. Parce que les amortisseurs, effectivement, arrivés à une bonne dizaine d'années, ils se mettent à fuir. Mais est-ce qu'on peut parler encore une fois de maladies sur des amortisseurs qui, ceux-là, ont également 100 000 km sur un supercar, encore une fois. Donc là... Oui, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Même si elle commence à devenir, on va dire, entre guillemets, abordable, hein, ça reste une supercar. On n'est pas sur de la Clio RS ou 206 SS ou quoi. C'est de la supercar. On est vraiment dans de la technologie de pointe. Voilà, la voiture est poussée quand même un peu au maxi. C'est ça. Donc là, c'est des amortisseurs qui étaient d'origine sur la voiture en magnetic ride. Contrôle de la dureté électronique, tout simplement. Donc on peut voir très facilement que celui-là, il s'est mis à fuir. Qui fuit de partout. Ils sont très gras. Voilà, il y a un avant, un arrière, mais donc il fallait les changer. Bon, à 100 000 km sur un supercar, je trouve pas ça déconnant. Donc ce qui fait peur, effectivement, c'est que ces amortisseurs, les 4, chez Audi, c'est 10 000 €. Ah, t'as failli me faire tomber là. Donc 10 000 €, c'est sûr que ça fait super mal. Alors on peut dire, ouais, mais bon, il a une Audi R8, oui, mais une Audi R8, à l'heure actuelle, voilà, ça vaut même pas la moitié de ce que ça valait neuf. 10 000 €, c'est un pourcentage. On voit la marque Audi, fabriquée, donc sous-traitée par... C'est Audi qui fait sous-traiter ça par Delphi. Celui-là également, j'ai vu, Delphi. Ouais, Delphi, ouais. Voilà. Donc, alors là, évidemment, vous allez me dire, bah, on va pas laisser des amortisseurs morts, bien évidemment. Les symptômes pour savoir que l'amortisseur est mort, bon, bien sûr, quand vous passez sous la voiture, souvent... Bah, on voit du gras. On voit du gras, mais surtout, vous entendez des claquements. Pas mal de claquements dans les trains. Donc vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits, hein, c'est normal, c'est une voiture assez ferme, donc il y a toujours des petits bruits. D'accord, donc en fait ça fait un claquement un peu comme si on a des billets de bar stable cassés. C'est ça, c'est ça, ouais. On sent que c'est un peu bizarre en comportement, après on peut pas dire que c'est plus souple. Parce qu'en fait vu qu'ils ont fui, le Magnetic Ride, il arrive plus à comprendre, à gérer son truc quoi. Il fait quand même son boulot, mais bon quand même ça qui fuit, ça a du jeu dedans, la tige a du jeu, donc forcément vous entendez beaucoup le bruit. Voilà, alors vous inquiétez pas si vous avez des bruits, ça vient peut-être d'autre chose, hein, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai remarqué un petit coup d'œil quoi. C'était vraiment sur les différentes voitures qu'on a pu voir et sur les nôtres, le truc qui arrivait quasiment à coup sûr, les fuites d'amortisseurs. Donc, encore une fois, là, si je dis ça, c'est qu'au même titre que l'embrayage où il y a des solutions moins coûteuses que ce qu'on va lancer certains, 10 000 €, c'est pas l'obligation, il y a d'autres solutions possibles. Les solutions possibles, évidemment, c'est qu'on a vu des sites comme eBay, etc., des gens en Allemagne qui proposent la rénovation des amortisseurs. Bon, je pense que ça peut être efficace. Maintenant, je ne l'ai pas tenté, donc je ne vais pas... voilà, on va pas dire si c'est bien ou pas bien, quoi. Voilà, après, ça peut être très bien, comme ça peut être pas bien du tout. Je crois qu'on en trouvait autour des 400, 500, 600 € l'amortisseur. D'accord. Mais je ne peux pas vous dire le résultat. Bon, je pense que les gars doivent savoir leur truc, mais voilà. Juste pour savoir, c'est les mêmes que sur une Gallardo ? Je pense que c'est les mêmes. Parce Vu que ça reste... quand on a regardé, justement, l'une des solutions qui est de passer sur des combinés filetés. Oui, ce que j'allais te demander ensuite, est-ce qu'on peut mettre du combiné fileté, en fait des amortisseurs, on va dire, standards, mais performants. Exactement. C'est la solution d'ailleurs qui, aussi étonnant que ça puisse paraître, va être économiquement, ça n'a rien à voir. Les combinés filetés, donc plein de marques possibles, bien évidemment, hein. Mais nous, sur la nôtre, on est passé sur du BC Racing. D'accord. Alors, bien sûr, avec suppression du Magnetic Ride, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de combiné fileté, parce qu'on a demandé chez KW, ST, Bilstein, etc. Pour moi, il n'y a pas d'amortisseurs qui reprennent le Magnetic Ride. D'ailleurs, il y en a plein qui n'aiment pas ce système-là, donc c'est pas plus mal finalement. Donc, on a fini sur du BC Racing. Pourquoi? Parce que finalement, BC Racing ne font pas comme beaucoup de marques à dire « Ah tiens, c'est une Audi R8, on va rajouter un 0 ». Non, en termes de tarifs. Non, au contraire, on a des combinés filetés en BC Racing qui valent autour des, je crois, si je dis pas de bêtises, 1000-1200 €. Donc à peu près 10% du prix de chez Audi. Ouais.
auquel il faut rajouter les détrompeurs de Magnetic Ride, parce que certains nous ont expliqué des techniques pour les activer, mais franchement, on a tous essayé. Ah, je pensais qu'à la valise, on pouvait les déconnecter. Non. Il y en a peut-être qu'on réussit, mais alors... donc, il faut mettre des détrompeurs. Vous faites comme tout le monde, vous allez sur les forums, vous voyez des centaines de tutos, et puis le tuto s'arrête, et en fait, le vrai problème est toujours pas réglé. Le forum, on arrive en fin de page, et finalement, et c'est toujours rien. Le gars a toujours pas réussi à régler son problème. Et donc, ça vaut à peu près combien un détrompeur? Les détrompeurs, je crois que ça vaut dans les 400-500 euros. 400-500 ça euros. peut paraître un budget pour les détrompeurs, mais pour les 4, hein. Pour les 4. Pour les c'est 4. Des belles pièces, et puis finalement, ça vous fait un système complet qui vaut 15% du prix de chez Audi. Parce que le kit combiné, tu as dit combien? Ouais, ça commence dans les 1100-1200 euros. Voilà. D'accord. Après, et chez KW, on a des gammes ultra performance, etc., qui vont arriver à 3, 4, 6 000 euros. Mais encore une fois, pour la gamme ultra performance, donc beaucoup mieux que l'origine, on est sur 30 à 50% du prix d'origine. Exactement, parce que même si on prend un kit à 4000, en rajoutant les 500, 4005, on n'est même pas à la moitié du prix des amortisseurs d'origine. Et on part sur du KW qui, il ne faut pas l'oublier, c'est du super haut de gamme. Voilà. Et en plus, l'avantage, là par exemple sur les BC Racing, c'est que même si on a plus ces Magnetic Ride, on a une trentaine de positions de dureté. Donc vraiment, on peut choisir... Est-ce qu'on arrive à les voir? Non, ils sont bien cachés les coquins. On arrive à choisir donc la hauteur. Donc déjà, la voiture a été légèrement rabaissée par ses amortisseurs. Et on peut choisir plusieurs systèmes de hauteur. Donc bien sûr, il n'y a plus le bouton, mais directement sur les amortisseurs. Et sincèrement, là, on les a même réglés au plus souple. Et on a le confort d'origine. Ah ouais? Ouais, franchement. J'ai hâte de sentir le confort, c'est un grand mot. Oui, on reste sur l'Audi R8. L'entre guillemets souplesse d'origine. Alors Stéphane, je vois que tu nous as ramené différents embrayages, des butées, électrovannes. Tout ce qui délire un petit peu donc sur la boîte Airtronic. Alors, ce qui délire, c'est un très grand mot, hein, déjà. C'est peut-être un petit peu exagéré. Déjà, la boîte Airtronic, c'est quoi? C'est, pour simplifier à 100%, une boîte manuelle sur laquelle, à la place que vous appuyez sur l'embrayage, etc., que vous passez vitesse à la main, c'est un petit robot qui le fait à votre place. Voilà. D'accord. Extrêmement simple. Oui, parce que c'est ce que je vois là. Il y a 3 embrayages bidisques. Ouais. Donc bidisque, ça veut dire qu'en fait, vous avez deux embrayages en un. Hop. Ah. Voilà, super, merci. Ah. Le mécanisme, un disque, un plateau, donc on appelle ça un plateau, c'est ce qui reprend comme un petit volant moteur, on va dire ça, et un disque. Et puis après, donc on a le volant moteur. Le but, c'est vraiment... Donc ça fait la puissance sur du couple, embrayages, tout en ayant un diamètre. Et gérer sur 2 embrayages. Donc on n'a pas besoin d'un gros diamètre d'embrayage pour gérer la puissance, puisque la puissance est rétablie sur 2 disques. Exactement. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, donc déjà pour commencer par l'embrayage, donc on a un embrayage qui est très proche de celui d'une boîte manuelle finalement. Et l'embrayage, on a entendu plein de choses, comme quoi les boîtes auto, l'embrayage, ça faisait 30 000, 60 000 km. Oui, sur les Airtronic, ouais. Voilà. J'ai déjà lu ça sur Internet. Alors donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture qu'on présente, elle a 100 000 km. D'accord. Donc, ce qui n'est pas énorme pour une voiture, mais ce qui est beaucoup pour une supercar. Après, il faut savoir que c'est des voitures qu'on a déjà vues sur Internet vendues à plus de 200 000 km. Donc comme quoi, ça tient. Elles sont fiables. Hein. En Airtronic, hein, très important. En Airtronic. Et aujourd'hui, donc, on a les 2 embrayages, donc l'ancien de celle-là et l'ancien de mon ancien véhicule, qui sont là, d'accord, comparé à un embrayage identique tout neuf, ok. Et tout neuf. Voilà, donc tu vas nous dire ce que tu en penses, parce que moi j'ai déjà vu des embrayages. Là, je vois que les rainures, donc il est tout neuf, donc il est parfait. Les ressorts sont beaux. Là, le ressort il bouge pas trop. Après, je peux pas trop juger l'écrasement, mais ouais, on sent encore bien les rainures. Donc l'embrayage, il est pas éclaté sur celui-là. Non. Il a un petit peu de kilomètres, mais ça va encore. Celui-là même, il est encore en meilleur état. Je crois que c'est celui qui était sur cette voiture. Qui a 100 000 km celui-là. 100 000 km, ouais. Ouais, il est encore beau, hein. Bah ouais. Donc les embrayages... On va regarder un petit peu l'état du diaphragme. La petite usure. Petite usure un peu creusée. Mais pour une voiture de 100 000 km, vraiment... Oui, bah là, il est tout neuf. Hein. Là, c'est vraiment, on sort du carton. On va regarder l'autre pour voir. Et fais voir le troisième.
Ouais, c'est pareil, hein, les deux usures là, c'est pareil. Enfin, on n'est pas Un près peu de le creusé. casser, quoi. Moi, je vous dirais, ça me fait penser, là, quand je les vois, oui, à un embrayage d'une voiture qui a fait ouais, entre 60 et 100 000 km, sans trop buter l'embrayage, quoi, en faisant de la route correcte. Après, donc finalement, moi, mon avis, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui use beaucoup l'embrayage sur une voiture, la ville, etc. Mais également les gens qui conduisent toujours pied sur embrayage, qui passent leur temps à le faire patiner. Là, le gros avantage que vous avez, Oui, c'est que ça vous reste risquez pas de faire l'erreur, parce que c'est le robot qui fait le travail avec place. Et finalement, on a deux embrayages qui ont 100 000 km et on les a changés, bien évidemment, parce qui montrent leur état de fatigue qui est vraiment... qui est vraiment léger. Ils auraient pu tenir encore longtemps. C'est ça. Mais donc... Pourquoi on l'a changé par voilà. précaution? Parce que bien sûr, boîte déposée, il y a quand même beaucoup de travail pour déposer la boîte. Alors beaucoup de travail, encore une fois, pour un mécano, même qui n'en a jamais fait, ça reste pas non plus un travail énorme. Bon, il vaut mieux avoir un pont ou quoi caisse quand même pour ce genre de véhicule. Carrément, là, il faut avoir un pont. Là, il faut quelque chose. Il faut connaître quand même. Mais bon, le pare-choc, il a énormément de vis, c'est pas mal de travail. Les traverses, les renforts, l'échappement, etc. Il y a un peu de boulot. Mais finalement, c'est parfaitement faisable. Mais voilà. Oui, surtout que ça va être bien étudié parce qu'on reste dans le groupe VAG et ils étudient bien leur système, ça reste de la douille VAG. Ça, je pense que c'est ça. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur des VV, qui a les bonnes douilles, non, il n'y a rien qui va le bloquer. Il n'y a rien de bien sorcier. Ça a beau être une boîte robotisée, au démontage, à part un petit robot dessus, il n'y a rien qui fait peur. Voilà, donc après, nous, on l'a changé par précaution, hein, parce que, encore une fois, on écoutait les peurs de tout le monde, alors que visuellement, c'est vrai que même pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement cette voiture, comme tu as dit, l'embrayage, il a pas l'air spécialement usé. En plus, on avait Dimitri MPE, pour le citer, qui nous a généreusement fourni un embrayage quasiment neuf, qui était de Lamborghini V10, qui se monte en places. C'est les mêmes embrayages. Voilà. Enfin, donc, les mêmes. Je pense qu'ils sont un peu plus costauds. Visuellement, ils étaient un peu différents, mais ça se monte en lieu et place et ça fait tout à fait le taf. Donc, tant qu'à faire, on est parti dessus, on a monté ça. Et ça va très bien, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui cause le problème de l'embrayage? Pourquoi les gens ils disent l'embrayage? En fait, donc c'est les butées, c'est ça? Voilà. Je vois que tu m'as sorti deux butées. Donc nous, le test ultime a été de mettre la voiture sur la piste. Et effectivement, arriva ce qui devait arriver. La voiture, la boîte se met en carafe. Elle essaie de passer les vitesses, elle donne des à-coups. Finalement, sécurité, plus rien qui passe, etc. Donc, démontage de celle-là, de la deuxième. D'accord. Qui nous a fait la même chose que la première, sur de l'intensif. Hein. La deuxième, on était sur circuit. La première, on était vraiment, on l'avait pas mal poussé, mais là, c'était vraiment, on était sur circuit. Donc oui, l'usage intensif. Et au démontage, donc bien sûr, on observait les deux embrayages qui finalement n'avaient pas l'air si morts que ça. Mais par contre, ce qui nous a vraiment fait comprendre qu'il y avait un gros souci, c'est ça. De base, c'est de l'huile, mais là, qui s'est transformée en une espèce de graisse à force de chauffer, de sécher. Et en plus, il faut savoir que voilà, à force de se promener, elles ont été légèrement... la graisse, une partie est partie. Mais à la base, quand on les a récupérées, c'était vraiment des tas de graisse énormes. Ça fuyait dans tous les sens. Donc forcément, le robot perdant de la force hydraulique, les électrovannes se sont toutes bloquées les unes après les autres. Le robot s'est mis en sécu et impossible de faire quoi que ce soit, de repartir. Voilà. Donc le problème principal. Et encore une fois... elle fuit du liquide de frein, donc. C'est le liquide de la boîte. En fait, tu as un petit réservoir qui est à côté de la boîte de vitesse. C'est de l'huile spéciale VAG qui contrôle le robot, quoi. Ça ressemble un peu à l'huile de boîte de vitesse classique, quoi. Voilà, à l'odeur, etc. Après, peut-être qu'il faut justement le changer, ce huile. Peut-être parce qu'il commence à être cramé, trop liquide. Franchement, je suis pas sûr. Je pense que là, on est vraiment sur des joints qui se mettent à fuir, une perte de pression hydraulique, parce que là-dessus, pompe en marche, on voit souvent des 70-80 bars. C'est pas déconnant. Je le sais parce qu'en démontant une électrovanne, j'ai pris la pression dans la tête et je peux te dire que je m'en rappelle. Donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment un problème d'étanchéité. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de maladie sur une butée qui a 100 000 km d'une supercar? Franchement, non. Je ne peux pas parler de maladie, je suis désolé. Une supercar, c'est une voiture qui n'est pas faite pour aller chercher le pain à 30 km/h. La voiture, elle est faite pour se faire taper dedans. Une butée, pour moi, ces deux butées-là ont 100 000 km, elles ont 100 000 km. On ne peut pas parler de maladie. Voilà.
On a une voie butée qui a 12-13 ans, 100 000 km, c'est pas une maladie, c'est une usure, tout simplement. Oui. Il n'y a rien de... Il y a quand même un bidis qui a poussé. Exactement. Voilà. Et donc, c'est géré par ces petites électrovannes. C'est ça. Donc, ces électrovannes, alors ça, c'est très très important. Franchement, je veux vraiment mettre en avant le truc parce que c'est pareil. On a eu ce problème au moment du changement d'embrayage, c'est-à-dire on change l'embrayage, on met la butée, on remonte tout, impeccable, on est content, on veut partir, rien. La voiture ne passe rien, rien ne passe, etc. Donc, on a fait comme d'hab, on s'est renseigné, les gens ont dit « Ah bah, faut changer le robot, un robot, c'est 5000 balles, 6000 balles, etc. C'est hors de prix et tout. » Donc moi, bah, bêtement, j'ai regardé un petit peu partout, les schémas, les trucs, et finalement, j'ai dit « Mais comment un robot, ça peut lâcher ?» Enfin, un robot, on va présenter le robot, d'ailleurs, sur lequel Ouais, allons-y. on a un petit visuel. Donc voilà, voilà. Donc tu nous as enlevé la boîte à air, c'est gentil. Comme ça, on a le visu donc sur la grosse boîte de vitesse. Voilà, et sur lui qui est le robot et ses électrovannes, d'accord. D'accord. Électrovannes comme celle-là, donc vous voyez par exemple celle-là qui a été changée, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu de traces d'huile qu'on n'a pas réussi à tirer, qui a été changée récemment parce que justement un essai sur circuit a montré qu'elle était un petit peu fatiguée à chaud. Donc voilà, donc quand on parle de robot, le robot, c'est tout simple, si on parle, c'est des tiges, etc. Un petit peu comme les tiges de transfert qu'on a sur la boîte de vitesse quand on passe première, deuxième, etc. C'est des tiges. Donc moi, jusque-là, j'ai jamais vu spécialement de casse ou de grosse usure sur les tiges de robot. Donc vraiment, pour moi, le problème, c'est les électrovannes. Électrovannes, deux choses. Déjà, quand on a eu ce problème de butée, les électrovannes donc se sont mis en carafe, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de pression intérieure, elles se sont mises en sécurité. Ok ? D'accord. Donc, si ça vous arrive, il y a un truc très simple à faire, parce que le problème qui se passe, c'est que la voiture, elle va essayer de les alimenter, elle va voir un grain de space, elle va abandonner. D'accord ? Oui. Donc, on a tendance à se dire les électrovannes sont mortes, ça vaut 400 € l'électrovane. Donc, déjà, c'est déjà beaucoup moins cher que 5 000 ou 6 000 € le robot, mais Oui. ça vaut 400 €. Ça se vend au détail chez Audi, ils vous le disent pas, mais vous prenez les références dessus, ça se vend au détail. Pour savoir si les électrovannes sont encore bonnes, c'est très simple. Vous prenez une batterie, n'importe quel truc en plus, un plus-moins, et vous débranchez les petites prises que vous avez sur chaque électrovanne, d'accord ? Voilà, vous les déclipsez, hop, vous les débranchez, et vous voyez, c'est très simple, une électrovanne, un plus, un moins. c'est un plus, un moins, d'accord ? Et ce que vous faites, avec deux fils, vous touchez les électrovannes à plusieurs reprises, plus, moins, et vous écoutez le bruit qu'elles font. Et quand vous avez sur chaque électrovanne un claquement franc, efficace, etc., c'est que l'électrovanne est repartie. Vous n'avez plus qu'à la rebrancher, la remettre, effacer les défauts, bien évidemment. Et logiquement, si c'est comme sur nos deux voitures qu'on a eues, ça doit repartir nickel. Si, par contre, sur ces 4 électrovannes, celle-là, donc ces électrovannes, elles servent à quoi ? Vous avez électrovanne qu'on a changé, qui sert à gérer le couple. Donc un petit peu comme le principe de j'embraye, je débraye, d'accord ? Ouais. Et les autres électrovannes qui servent au passage de rapport, marche avant, marche arrière, etc. Voilà. Si une électrovanne ne fait pas un bruit normal ou, par exemple, continue à présenter des défauts, problème au changement de rapport, problème de débrayage, sentez qu'elle les passe trop fermement ou elle les passe plus du tout, il faut voir l'électrovanne qui est impliquée et simplement prendre la référence et aller chez Audi, qui vont sûrement vous donner une électrovanne avec une référence complètement différente parce qu'elles ont bien sûr évolué, mais changer l'électrovanne, refaire le même principe, c'est-à-dire alimenter plus, moins, etc., la rebrancher, effacer les défauts, et logiquement ça va repartir sans changer le robot, parce que franchement, changer le robot, pour moi... Et à la fin, on en a pour 10% du prix du robot, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Franchement, c'est... Donc, voilà. Après, encore une fois, sur nos voitures clients et ainsi que les voitures, mes voitures personnelles, les problèmes ont été les mêmes. Donc, je pense que les soucis qu'on entend régulièrement, c'est ça. Et franchement, sincèrement, vous voyez là, démonter la boîte à air, c'est 4 vis de collier. L'électrovanne... Bon, si vous voulez pas faire comme moi, qui sur circuit n'est pas le matériel, et vous prendre un geyser en pleine tronche, ben vous allez avec un diagnostic pour baisser la pression du circuit. Oui. Mais contrairement à une boîte auto classique où on a accès à aucune électrovanne sans vidanger, tout démonter, etc. Ben voilà, comme on expliquait, on a la boîte manuelle là, le petit robot ici.
vous changez votre vanne qui tient par 2 pauvres vis. Voilà. Donc franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécialement compliqué? Est-ce que c'est une technologie du futur? Non, pas du tout. Au contraire, c'est très simple. Donc voilà, finalement... C'est bien, ça va pouvoir sauver la vie de certains possesseurs qui sont peut-être en carafe en ce moment ouais, précis. franchement, pas mal de monde, sans, parce qu'on a entendu des sommes de fous, hein, Audi qui prenait des 27 000 euros pour des remplacements robots, embrayage complet, etc. Ah ouais. Franchement, non, faut arrêter, quoi. Franchement, c'est une bonne boîte de vitesse. Et justement, vraiment, pour parler de la boîte de vitesse, continuer sur cette fameuse Airtronic, les gens sont là à dire « Ouais, mais l'Airtronic, c'est une technologie qui est vieillissante. » C'est vrai. L'Airtronic, c'est une technologie vieillissante. Mais est-ce que finalement, ces toutes dernières voitures qui passent les vitesses, on les sent même plus, etc. Est-ce que c'est vraiment ça le plaisir de conduire? Franchement, est-ce que c'est vraiment ça? Moi, au contraire, ce côté un peu sec. Ouais, c'est sec, hein, ce côté... Moi, j'avais bien aimé, ouais. Et franchement, au contraire, c'est sec. Après, voilà, oui, mais c'est parce que c'est une R8. Voilà. C'est sûr que... Ça rappelle dans une voiture tous les jours, c'est un peu... Ça rappelle un peu les M5 V10, etc. qui finalement, au passage de rapport, vous les sentez quand même vachement bien, etc. Moi, franchement, j'aime bien. Alors oui, c'est sûr qu'en ville, vous sentez que des fois, elle cherche un petit peu, etc. Mais est-ce que c'est pas finalement ce qui fait son charme, hein, quand on voit tous ces gens sur les Youngtimers, etc., des fois du mal à démarrer. Ouais, qui cherchent les sensations à l'ancienne. C'est ça. Et finalement, c'est ça, c'est que pour avoir eu pas mal de voitures, Audi RS4, RS5, pour pas rester chez Audi, mais BMW, M3 quasiment, à part les E30, quasiment toutes les M3 qui ont existé, je les ai eues, des Porsche, etc., machin. Finalement, j'ai pas forcément trouvé mon plaisir dans des voitures des fois récentes qui veulent un peu tout faire aujourd'hui, c'est-à-dire mais trop aseptisé. C'est ça, c'est-à-dire qu'on veut que ça soit la voiture pour aller en vacances, on veut que ce soit la voiture pour tout, et finalement, est-ce que vraiment on s'y retrouve? Pas vraiment, alors que là, oui. Alors, on n'a pas une voiture qui est faite spécialement, même si moi, ça m'arrive d'emmener mon fils à l'école, d'aller simplement bosser avec. On n'a pas une voiture... Voilà, elle est un peu entre deux, entre les voitures trop aseptisées. On n'est pas dans l'extrême comme une Caterham, on va dire. Non. Mais elle est entre les deux, elle a quand même son côté bestial qui est là, je pense. Et son confort. On va justement faire un petit peu le tour. Ah, ça devrait être sympa, ça. Des choses qui ne faut pas oublier, qui font que c'est un supercar. D'accord. Et pour en finir avec ce moteur... Attends, excuse-moi. Vas-y. Allô? Pour vous montrer, donc, par rapport au RS4, donc il y a la pipe d'émission avec un monopapillon, etc. Là, on est en bipapillon. Et en fait, vous voyez les reniflards donc, qui partent des caches-culbus, en fait, se rejoignent pour finir dans ce réservoir. Donc ça ne retourne pas dans la pipe d'émission comme sur les RS4. C'est pour ça qu'il y a énormément de moins de calaminage sur les Audi R8. Je voulais juste le souligner parce que je pense qu'il y a des personnes qui allaient se dire pourquoi les R8 et pas pourquoi les RS4 sont calaminés et pas les Audi R8, juste pour ça. On va remonter, je vais laisser Stéphane remonter un petit peu son bolide et puis on va l'entendre démarrer. Alors Stéphane, parle-nous un petit peu aussi de l'entretien. Sur l'entretien vraiment moteur, alors c'est un petit peu comme beaucoup de voitures. Si on va directement chez le constructeur, en plus avec une supercar, ça risque de devenir un petit peu assassin. Ouais, parce qu'il nous voit y arriver, quoi. Ils disent lui, on va le faire banquer. Il y a beaucoup d'huile, c'est un carter sec, donc plusieurs étages de vidange à faire, le réservoir, vraiment le carter en lui-même, etc.
Voilà, c'est un petit peu de travail. Les courroies d'accessoires, si elles sont à remplacer, c'est pas super accessible. Ça fait partie des petites maladies aussi, elles se mettent à couiner. Est-ce que c'est un peu comme la Boxster, en fait, on enlève ses sièges et on a une trappe qui est dévissable Non, non, là c'est vraiment par l'accès c'est vraiment par l'arrière du moteur. Ah ouais. Et donc c'est pas, voilà, c'est pas super accessible. Après, il faut savoir que justement, la personne qui l'avait avant a fait un entretien entre guillemets un peu à l'aveugle chaudie, en mode voilà, faites ce qu'il y a à faire. Et ça lui a coûté 5000 euros. Alors 5000 euros, attention, il n'a pas fait d'embrayage, il n'a pas fait de distri, il n'a pas fait d'amortisseur, il a fait disque et plaquettes avant, grosse vidange, filtre, etc. Parce que là-dessus, la distribution, c'est une courroie, c'est pas une chaîne. Non, c'est une chaîne là-dessus. C'est une chaîne. C'est une chaîne, ouais. C'est une chaîne. Mais la vidange, à peu près, c'est tous les combien? Bah après, je pense qu'il faut faire ça quand même assez serré. Je pense que le mieux, c'est d'être sur déjà une fois par an. Voilà, une fois par an. Voilà. Faut pas oublier qu'une fois par an, c'est important, parce qu'il y en a plein qui croient qu'il n'y a que le kilométrage qui compte. Non, non. Après, je pense que selon l'usage que vous avez, bah, si vous faites que de la piste, il va falloir vraiment réduire. Mais je pense que si vous attendez 7500, 10 000 km, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais même dit moins, c'est pour ça. Oh, l'huile, elle n'est pas spécialement sale, surtout que là, on a une huile un peu plus épaisse. Voilà, elle risque pas trop d'être liquide sur la fin. Non, franchement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, niveau entretien, les filtres à air, les filtres à huile, ça se trouve sur certains sites internet à des prix parfaitement abordables. Voilà, l'huile, une huile classique. Bien sûr, on ne va pas vous conseiller d'aller acheter l'huile la moins chère de supermarché. Bah non. Mais de l'huile classique ira très bien. Après, pour tous les consommables, encore une fois, c'est un véhicule où on peut trouver, même pour les pneumatiques, les pneumatiques, c'est pas un pneu à 1000 euros le pneu. On peut trouver des pneus, là je crois qu'on est sur du Falken pour l'usage de tous les jours. J'ai du Michelin également, mais on arrive à trouver même des pneus arrière qui sont quand même en 2,95 autour des, je dirais, si je ne dis pas de bêtises, dans les 150-200 euros le pneu. Donc on n'est pas sur du totalement inabordable, quoi. Donc franchement, non, en fait ça reste du véhicule haut de gamme, super sport, faut pas oublier non plus, donc faut s'attendre toujours à des prix quand même. On sort du véhicule sportif. Bah, par exemple l'embrayage. Mais on est quand même loin des factures de chez Ferrari, Lamborghini, etc. Exactement. Après, niveau embrayage, par exemple, pour donner un chiffre un peu élevé, malheureusement, on ne peut pas y pallier. Mais encore une fois, on a montré que arrivé à 100 000 km, finalement, il n'était pas usé. Donc, c'est pas le truc que vous faites tous les ans. Mais un embrayage et une butée, en tout, ça coûte 3000 euros. Voilà. Mais si c'est à faire une fois dans la vie de la voiture, finalement, c'est pas si énorme que ça. Voilà. Donc, voilà. Vraiment... En fait, si on veut en acheter une, si on veut en acheter une qui a entre 60 et 100 000, ce qu'il faut vérifier déjà, donc c'est au niveau des amortisseurs, qu'est-ce qu'il en est, l'embrayage. Ça va être surtout vérifier les amortisseurs, vérifier le comportement routier, peut-être en essayer plusieurs parce que oui, il ne faut pas se fixer sur une seule. La boîte, après, vous dire comme ça. Après, oui, si la personne dit de temps en temps il passe en neutre, etc., vous savez que vous allez y passer à coup sûr. Voilà. Essayez, si possible, de vous dire que l'embrayage a déjà été fait il n'y a pas longtemps. L'avantage, c'est qu'une fois qu'ils ont fait l'embrayage, vous savez que la butée y est passée, que sûrement les électrovannes défectueuses ont été changées, la vidange, etc. Donc vous savez que vous avez au moins... Mais après, si c'est des électrovannes, c'est toujours accessible sans sortir la boîte. En fait, tout à fait. On évite le gros œuvre. Voilà, mais si possible, essayez de faire en sorte que l'embrayage ait au moins déjà été fait. Voilà, et les amortisseurs également, si possible. Après, sinon, au niveau des maladies, entre guillemets, encore une fois, on parle de maladies d'usure normale, on va dire. J'ai pas remarqué de choses particulièrement aberrantes. Bon, bien sûr, comme toujours, quand vous achetez une voiture, et il y a un historique quand même si elle n'est pas franchement française, parce que beaucoup n'ont pas été fabriqués en France, au moins qu'elle ait passé une bonne partie de sa vie en France. Déjà, pour que vous sachiez que le kilométrage, il n'ait pas été inventé de toutes pièces. Voilà. Parce que j'en ai vu une ou deux, quand on voit des trous dans les sièges à 60 000 km, c'est un peu bizarre. On se poser des réelles questions, des usures de volant très prononcées, etc. Des pièces très corrodées, très abîmées, voilà, des traces un peu partout. Un bel historique. Voilà, et voilà, une petite vérification complète un petit peu sur les usures, sur des aspects visuels. Mais après, c'est vrai que comme ça, essayer d'avoir si possible une garantie, mais encore une fois, c'est toujours un peu compliqué, surtout à un particulier. Mais voilà, c'est encore une fois après, une voiture. Si c'est un particulier qui l'a bichonné, normalement, il a de la facture d'entretien qui suit. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Mais encore une fois, c'est un moteur qui est très très fiable. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. C'est des moteurs qu'on voit sur certaines RS4 dépasser 300 000 km. Non, oui, je pense que le moteur, il prend pas. Le moteur, il n'y a pas de problème. La boîte, on a quand même montré que, franchement, niveau boîte, on peut beaucoup la critiquer. Mais à part si vous avez été mal conseillé, il n'y a pas de raison qu'on arrive sur des tarifs absolument hors normes. Les amortisseurs également. Après, pour la boîte de vitesse, les transmissions et tout, c'est tous les 60-50 000 à peu près qu'il faut faire après, une bonne vidange, quoi. Avec des huiles de qualité, toujours. C'est ça, après, on a montré qu'à 100 000, sans entretien, elles étaient encore là, quoi. Mais, si possible, effectivement, réguler ces kilométrages pour éviter un coût... Donc, en récapitulatif, quand on l'achète, donc en général, quand on va l'acheter d'occasion, elle commence à avoir un peu d'âge, donc elles ne vont pas avoir 20 000. Hein. Donc entre 60 et 100 000, on vérifie donc facture embrayage. Si possible. Si c'est pas fait, on sait que ça va être à faire. Il y a des chances. Si on s'appelle Poisse comme toi. C'est ça. Les 4 amortisseurs. Après, il nous a donné un bon petit filon pour éviter la grosse facture Audi, en passant par du combiné fileté de marque. Ça, c'est un bon truc, ça. Ouais. Après, l'entretien, il faut que la personne ait quand même un suivi de facture. Vidange, filtre, etc. Voilà. Même si c'est pas très coûteux, il faut s'assurer que ça soit fait régulièrement. La petite vidange des transmissions. Après, révision, la révision du moteur, la vidange des transmissions, pas obligé d'aller chez Audi ou un spécialiste de fou. C'est du standard. Hein. Ça reste de la boîte mécanique, hein, malgré que ce soit électronique, c'est une boîte mécanique. Les transmissions, les ponts, ça reste du basique. C'est ça. Donc, si on vous annonce des prix de fou, non. Mettre des huiles de super qualité, d'accord, mais ça reste pas sorti à faire. Hein. Sur un pont, ça va. Voilà, donc l'embrayage à vérifier, les suspensions à vérifier, que l'entretien soit bien suivi. C'est ça, un bon carré d'entretien pour qu'elle prouve son kilométrage et qu'elle n'ait pas eu 10 000 propriétaires, parce que malheureusement, en général, qui dit un maximum de propriétaires dit que dans l'eau, elle va avoir été bricolée par un tel, un tel. Voilà, qu'elle a un bon suivi, quoi. Franchement, je pense que c'est idéal, parce que oui, vous achèterez peut-être moins cher une voiture qui a un mauvais suivi, mais vous aurez beaucoup de mal à la vendre et vous la vendrez surtout beaucoup moins cher. Et puis, on ne sera jamais sûr de la voiture. On se dira, ah, elle va savoir. Ça se trouve, là. Moi, je pense. Et puis, il faut un suivi pour savoir à peu près le kilométrage s'il est réel. Parce que si elle vient de l'étranger, on n'a pas Histovec pour nous aider. C'est ça. Voilà. Donc, mais en partant là-dessus, franchement, vous pouvez y aller. Je pense que dans ces kilométrages-là, on peut trouver des super V8 autour des 50 000 € jusqu'à 60 000 avec des kilométrages inférieurs. On en trouve même dans les 45 000. Après, il faut voir vraiment les détails des prestations, mais ça reste encore des budgets, pour moi, pour un supercar, complètement abordables, quoi. Voilà, pour une voiture qui a bien vieilli, qui marche bien. Il ne faut pas oublier non plus, pour ce véhicule de cet acabit. C'est sûr que, je le répète, hein, c'est peut-être bête, mais il ne faut pas comparer l'entretien d'une R8 à celui d'une voiture, Clio RS, ou là, on est dans la gamme des Porsche. C'est ça, donc, c'est sûr qu'on annonce des prix qui font très peur, mais je vous dis, on est très loin des prix de chez Lamborghini, Porsche, etc. C'est ça. Voilà. Donc, en partant de là, il n'y a pas de souci. On peut l'acheter, on peut rouler. Elle n'a pas peur de rouler sous la pluie. Elle n'a pas peur de rouler tous les jours. C'est ça l'avantage qu'elles sont en quattro. C'est ça. C'est on peut quand même la mettre un peu dans toutes les mains. C'est ça. Et franchement, même si forcément elle est un petit peu moins agréable à conduire sur tout ce qui est dodane, le stationnement et tout. Ah oui. Il y a bien pire en supercar pour rouler en ville. Il y a des voitures qui sont vraiment inroulables en ville. Et sur autoroute, on oublie complètement qu'on est dans une supercar. On a une voiture qui est confort, qui est top. On est très bien dans les sièges. On peut faire du kilomètre. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Franchement, faut pas s'inquiéter. Et on est dans une supercar. Ouais. Là, on vous regarde. Vous êtes vraiment dans un monde à part.